Alors, il est des liens que l'esprit humain ne peut appréhender. Certaines choses paraissent trop lointaines pour être mises en relation depuis un certain point de vue objectiviste. Certains objets sont incompatibles. Il y a donc des choses qui paraissent impossibles. Par exemple, si on prend dans le langage courant l'idée de chat, voilà, l'idée de chat, elle ne peut pas être mise en relation directe avec l'idée d'oiseau, ni avec l'idée de fleur. Or, tous les gens qui savent quelque chose savent qu'un chat est un mélange de fleurs et d'oiseaux. Bon, il existe aussi un registre de relations concevables entre des objets différents. Par exemple, un basset et un caniche font partie de la même catégorie sémantique. Ils sont des chiens. Et donc, ils peuvent être additionnés et créer un monstre. Mais ça me paraît plus logique. La propriété et l'utilité sont indissociables pour le sens commun. Il est utile de pouvoir posséder les choses, jouir de la qualité de propriétaire et nécessairement bon. Puisque la propriété est possible, elle doit être utile. Impossible de faire changer d'avis une mule qui aurait décidé de s'arrêter. L'humanité est comme cette mule. Incapable de dépasser le stade de la propriété, incapable de laisser aller, car certaine qu'elle sera soumise à plus d'efforts si elle laisse passer une quelconque demande. La mule, comme le fonctionnaire, s'arrête et ne bouge plus. Et là, il ne s'agit plus d'acquis sociaux, mais d'instinct de survie. Arrêter la machine à tout prix. Le conseiller Pôle emploi, comme tout fonctionnaire, a ses limites. Il est cependant aliéné par quelque chose qui profondément le dépasse, l'État. Et comme tout le monde doit collaborer avec des fonctionnaires, il vaut mieux se préparer à les biohacker pour les aider à pallier à leurs propres limites. Des limites de compréhension, d'appréciation de la réalité d'une situation sociale donnée à un moment donné. Le conseiller Pôle emploi peut aussi se tromper, être de mauvaise humeur, nier vos droits si le cœur lui en dit. Ne pas vous laisser savoir ce qui vous est dû. Il s'agit d'agir sur son alimentation directement afin de modifier son comportement. Mais pour parler de cela, il faudra expliquer d'abord ce que c'est que Linux. Linux, c'est un type de système d'exploitation dit open source qui est le jalon en termes de logiciel libre. Ce terme est basé sur une copie libre de droit de Unix et la philosophie développée par le groupe GNU. En résulte un écosystème informatique complexe où les forces du marketing sont présentes comme tout ailleurs, à travers des nomenclatures alléchantes et à travers une multiplicité déconcertante de modèles incomplets. Mais Linux est libre, et c'est bien là tout son atout. Debian, Ubuntu, dérivé en Xubuntu, Lubuntu ou encore Cinnamon, Fedora, etc. Tout cela marche très bien, mais beaucoup d'énergie semble se perdre sur chacun de ces systèmes d'exploitation. Les experts du biohacking vous proposent de faire faire de l'art à votre conseiller Pôle emploi. Si vous avez un assureur, un conseiller retraite, un employé du trésor public, vous pouvez le biohacker. Mais est-ce que c'est civique? Oui, si c'est artistique. Civisme, piratage informatique, gugusophone. Voilà, maintenant on arrive dans la deuxième partie qui est un peu plus rapide. Qu'est-ce que le civisme vient faire dans l'art? Le civisme est une technologie idéologique de domination des masses par les élites. Le civisme est comme l'art, il est une prise de parole publique, cadrée pour le public. Les artistes sont apolitiques, ils œuvrent pour l'espace civique. Les artistes sont irresponsables, ils œuvrent pour l'autodétermination civique. Les artistes sont au service de l'idéologie dominante, ils œuvrent pour les institutions civiques. À la fois, les artistes sont nécessaires pour développer de nouvelles idéologies et fabriquer de l'art nécessite une vision esthétique qui dépasse la sphère civique.
Toute vision esthétique amplifie une idéologie donnée, donne un sens au civisme. Le bien commun est désigné comme tel par mesure de civisme. L'anarchisme est un ensemble de théories mises au point par des élites. L'anarchisme est le civisme globalisé, basé sur l'abstraction d'un pan de la réalité. Le civisme est cette société où les règles vont d'elles-mêmes. Pourquoi le civisme passe-t-il par le piratage informatique ? Le civisme, c'est aider son prochain. Pour faire du civisme, il faut savoir aider son prochain. Il faut reconnaître qui est son prochain et qui est son lointain. Il faut aussi savoir faire des choses qui sont utiles aux autres prochains. Si le civiste fait quelque chose qui est utile, les prochains voudront aussi faire. Le civiste est alors nécessairement porté sur la question du faire. Or, que faire ? Eh bien, il y a le choix. Il faut que ce soit utile, on a dit, mais pas que ça rentre dans une économie trop évidente comme le travail. Il faut que le civisme soit gratuit, un peu comme l'art devrait être gratuit. Alors, s'ouvre une catégorie des activités qui n'ont aucune utilité en termes de profit. Dans cette catégorie, on trouve les occupations de l'esprit mises au point par les enfants, mais aussi l'exercice musical, la pratique du dessin, l'observation des nuages. Cependant, l'observation des nuages peut être une profession à ne pas confondre donc avec l'utilisation libre des aptitudes de l'observateur de nuages. On trouve aussi l'utilisation libre des ordinateurs. Les ordinateurs et l'informatique sont le fruit d'une évolution. Cette évolution hérite des techniques de contrôle imposées par l'administration dès le XVIIIe siècle. On peut cependant les utiliser de manière non productive. De même, démembrer des appareils électroniques n'est pas productif. Associer des composants simples n'est pas productif non plus, en soi. L'esthétique en jeu est celle minimaliste de la pauvreté et de la correspondance entre les causes médiocres et des effets sublimes. Nous y parvenons en faisant de multiples activités, mais certaines sont plus salutaires que d'autres. Le biohacking est une méthode pour altérer la nature des choses, et donc sa portée créatrice est implicite. Est-ce que Noël Sarlo peut venir m'aider 2 secondes ? Je vais vous montrer un exemple de biohacking sur, pas sur un être vivant, donc cette fois, mais est-ce que Noël Sarlo peut prendre, la guitare en fait, le gugusophone après. On va prendre déjà on va biohacker la guitare. Comme vous voyez, c'est un succès incroyable. Ça ne peut pas manquer de fonctionner, en tout cas sur un conseiller Pôle emploi. Je vous le conseille. Alors, qu'est-ce que le gugusophone peut apporter à l'affaire ? Le gugusophone est une technologie idéologique nouvelle, basée sur la connaissance vraie de la mythologie gugusienne. Gugus est le créateur de l'univers, il ne s'agit pas d'en douter. La preuve en est que la prophétie d'Ulysse s'est réalisée. Gugus annoncé, Gugus réalisé. Les prêtres du culte de Gugus sont au nombre de 6. Saint Laouin, Saint Ilan, Saint Thomas, Saint Blaise, Saint Laurent et Saint Xavier. Gugus a d'abord créé quelques boules de terre, puis les boules de lumière, dont la collision entraîne la propagation dans un espace qui depuis n'a cessé de grandir. Il créa le monde aquatique pour pouvoir s'amuser, puis quelques êtres vivants qu'il a crachés de ses narines sur son ventre une fois que cette boule d'eau était bien arrosée de lumière. À partir des débuts de l'humanité, Gugus n'a cessé de se dissimuler dans les commissures des chaînes causales, d'engendrer des ramifications d'événements sociaux, car il aimait bien cette manière dont les humains communiquent sans se comprendre. À chaque fois qu'une divinité s'était inventée au passage de Gugus, ici ou là, il entraînait dans une rage noire. Il décimait les vertébrés qui monopolisaient son capital symbolique. Au bout d'un moment, il en a eu marre, il a commencé à simplement regarder les foules, c'était se détruire les unes les autres. C'était plus amusant que d'intervenir parcimonieusement ici ou là. Pour résumer, parmi les manifestations de Gugus qui sont connues de l'humanité, on peut citer Moïse, Héraclite, Lao Tse, Bouddha et Sappho, mais aussi Héliogabale, Jésus, Néron, Mahomet, Saint François, Maïmonide, puis coup sur coup Machiavel, Lamotte Levaillé, la maîtrise, Sade, Villiers de L'Isle-Adam, Lautréamont, Georges Bataille et Bourg.
faire sa dernière apparition reconnue sous la forme de Bobby Lapointe. Pourquoi Gugus est le vrai culte? Parce qu'il assimile le temps. Que tout le monde a compris. On peut maintenant passer aux explications techniques. Alors Benjamin, je te propose de commencer par l'explication du cœur central. Est-ce qu'on peut? Non, on ne peut pas se donner sur le cœur central. Non. Les donc non. Benjamin, explique-nous du coup quel est le rôle de ce petit composant. Juste ici, je vois en même temps, qui s'appelle un amplificateur opérationnel. Un amplificateur opérationnel sert à amplifier de manière opérationnelle. C'est-à-dire qu'il fait un calcul très compliqué et il amplifie en faisant une opération en même temps. Et c'est pratique. Mais oui, Benjamin, tout à fait. Alors moi je vais vous expliquer à quoi sert cette petite résistance. Continuez. Donc cette petite résistance sert à résister, comme son nom l'indique, et à faire en sorte que le courant ne fasse pas exploser ce petit haut-parleur, juste ici. Benjamin, à toi. Ensuite, le plus intéressant, c'est quand même le condensateur, parce qu'il accumule de l'énergie, un petit peu comme Freud croyait que les neurones fonctionnaient. Il accumule de l'énergie comme ça, jusqu'à ce qu'il en est plein, et tout à coup, il ne peut pas s'empêcher de la vomir. Et c'est ça qui fait des bruits, en fait. C'est lui le plus sympa, quoi. Et le gugusophone, c'est un peu comme du biohacking, puisque on entre en interaction avec lui et puis il fait des trucs. D'ailleurs, c'est marrant, maintenant il marche sans amplificateur opérationnel, ni résistance, ni sans condensateur. Qu'est-ce qui reste? Il reste ce magnifique haut-parleur, juste ici, que l'on peut voir, qui est la source, l'âme même de cet instrument, sans lequel il ne pourrait pas y avoir de son. Une dernière petite démonstration. C'est pas du tout le qui était le début. Après l'art, je vous propose de passer à la critique, car l'art ne gagne rien, mais la critique, elle, en revanche, permet de se faire des relations sociales, c'est-à-dire d'établir des objets intellectuels, plus ou moins, qui, dans le
capital culturel partagé entre les bourgeois permet d'acquérir, d'avoir une réputation et ensuite théoriquement des maisons et des femmes. Donc moi, droguiste, j'ai pris sous mon aile certains artistes afin de leur faire gagner un petit peu d'argent. Et donc droguiste, c'est à la fois un site web, comme vous le voyez, mais c'est surtout... Tu l'as arrêté, oui. Mais c'est surtout une école en fait qui permet de gagner de l'argent assez vite en apprenant la critique. Donc nous allons vous montrer avec deux sujets, dont un faisant comment est-ce qu'on enseigne la critique dans l'Institut droguiste. Alors nous avons un premier sujet qui est un peu bêta. Bien Félix. Mesdames et messieurs, vous allez voir comment on transforme des êtres simples en critiques sophistiquées. Voilà, assieds-toi là. Toi aussi. C'est fini l'artisterie maintenant. Maintenant tu vas faire critique. Alors, il y aura plusieurs étapes, on va leur imposer des exercices de plus en plus difficiles. Mais d'abord, pour ramollir un petit peu l'ambiance et vous mettre du baume au cœur, comme droguiste, c'est un endroit où on trouve des choses sur le net. On va vous montrer quelque chose qu'on a trouvé sur le web. Vous donner du baume au cœur avant le premier exercice qui ne va pas manquer de vous ravir. Sauf que la technique nous lâche, bien sûr. Bien, ce n'est pas grave, je peux vous commenter. Nous allons demander ce premier exercice aux deux candidats de faire une critique de cette vidéo. Donc, il faut que vous la regardiez assez bien et que vous puissiez ensuite décrire à la fois les absences, la façon dont les carrés se remettent les uns après les autres sur l'écran, le décor et surtout le jeu des personnages de mise en scène. C'est très beau. Bon, alors Félix, ton impression, de quoi parlent ces personnages à ton avis? J'arrive pas exactement à tout comprendre. Je suppose que monsieur est un peu amoureux de madame. Chanson sur l'amour. Tu n'as rien trouvé plus intéressant? Pour le moment, non. Passons à ton collègue. Oui. Alors, où sont ces personnages? D'où viennent-ils? Je sais pas. Mais si, tu sais, salope. Plus vite que ça. Décris-moi le lieu. Je pense que c'est des Colombiens, parce que le mec a un nez un peu indien comme ça, et la fille, je sais pas, il y a des arbres derrière eux. Un truc à la Mireille Mathieu. Ah, ça nous permet donc de dater peut-être plus ou moins le décor, le lieu. Benjamin, peut-être. Je sais pas, ça me rappelle. Je sais peut-être. Je sais qu'Alechinsky avait fait des décors d'une vidéo musicale, mais je sais plus. Oui, c'est ça. Bravo Benjamin. C'est une vidéo d'Alechinsky avec sa femme, inspirée de Péléas et Mélisande, enfin en tout cas du premier acte. Ah. Voilà, et en effet ça date, comme l'a bien vu Félix, des années 70, eu égard à la perruque de Mireille Mathieu. Bon, en réalité c'est une histoire triste, c'est un couple d'artistes russes qui a un grand succès et qui décide d'émigrer, de demander son émigration en Israël, car ils croient qu'ils sont vraiment intouchables, et ils finissent au goulag.
et ensuite enfermés chez eux. Donc vous n'avez absolument rien compris, nous allons passer à un autre exercice, un petit peu plus simple, puisque nous allons revenir sur le site Droguiste. Et ça va être simple pour vous, puisque ce sont des articles que vous avez déjà faits, a priori. Donc j'espère que vous allez être capable de les reprendre. Alors, on va faire d'abord peut-être quelque chose d'un peu facile, voilà. C'est une animation en 3D. Et là, je vais vous demander de faire une étude historique assez précise de ce que nous voyons. Pour vous perturber un peu, je vous laisse le son de l'autre vidéo. C'est New York, New York. Oui, c'est pas mal. En quelle année? Es-tu sûr que c'est New York, Benjamin? Plus maintenant. Comment expliques-tu cette parataxe géographique? Non, je sais pas. Félix, un petit effort. Lorsque dans un film, il y a plusieurs séquences qui s'enchaînent filmées dans des lieux différents, on appelle ça... Un clip politique. Oui, très bien. Quelle autre possibilité? Félix, dis quelque chose. Félix, regarde les images. Tu te comportes très mal. Tu ne pourras pas répondre aux questions. Obligé de vous frapper. En fait, je crois que ça va assez vite parce que c'est un clip moderne. Voilà. Donc ça doit aller vite pour satisfaire leur regard d'heure. Ça doit aller vite pour satisfaire. Vas-y Benjamin, ça a l'air intéressant ce que tu dis. Ça a l'air intéressant ce que tu dis. Bon, eh bien, je pense que vous avez encore raté la deuxième épreuve. Le public est extrêmement déçu, moi aussi. Nous allons essayer une autre chose, peut-être un peu de littérature. Alors, qu'est-ce que nous avons en littérature? Peut-être commenter une page de Charles Penquin, ça vous intéresserait? Je sais que... Ah oui, vas-y Félix. J'adore Charles Penquin. Je sais que Benjamin, tu aimes beaucoup. Ouais. Bon, évidemment, Ils ont fait une performance ensemble tous les deux. c'est vrai. Non, je l'ai juste vu une fois, je le déteste, c'est différent. Bon, il faudrait évidemment que la Wi-Fi fonctionne, ce serait beaucoup plus efficace. Tu m'as dit qu'il t'avait serré la main, Benjamin. Tu mens Félix, tu mens. Bon, alors préparons-nous néanmoins à commenter un livre de Charles Penquin. Que doit-on dire d'abord? Sur Charles Penquin en général, Non, quand on commence une critique de livre, on dit toujours le nom de l'auteur, oui, c'est pas mal. Ensuite, l'éditeur, oui. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos d'un livre? Qu'est-ce qui est autorisé? Que du bien. Oui, que du bien. En effet, pourquoi ne peut-on pas dire de mal d'un livre? parce que c'est pas gentil. C'est pas faux. Et en plus, tu vas te mettre mal avec tous les attachés de presse et les éditeurs et ils t'enverront plus jamais de livre. Et les artistes, ça les rend tristes. C'est vrai. Bon, est-ce qu'on doit dire que c'est un livre qui fait penser? Non, Ah, bonne réponse. Très bien. Qu'est-ce qu'on a le chou? Qu'est-ce qu'on a comme adjectif possible pour un ouvrage? Je t'aide. Vous ne sortirez plus jamais. Vous ne sortirez pas. indemne. Oui, bravo. Vous ne sortirez pas indemne de cet ouvrage. Parfait. Pour l'été, Benjamin, on dira que cet ouvrage est très... Festival. Non. Réfléchis. L'été, il fait quoi? Chaud. Oui. Donc un livre qui est bon pour l'été, il est...
Très rafraîchissant. Oui, très bien Félix, tu es bien meilleur en critique littéraire que ton copain. J'en ai marre, c'est vrai. Bon, alors maintenant on passe à la pratique. Vous allez lire le texte et commenter ligne à ligne. Ce sera quand même un petit peu plus simple. Oui, parce qu'on est des bons critiques. Oui, alors en effet, non. Là, c'est tout à fait raté. Tu as un point en moins, tu ne passeras pas l'examen. Parce qu'un critique, il est libre. Pas tout le temps. Non, mais non, jamais. Puisqu'il a dit que c'était soit rafraîchissant, soit intéressant, soit que ça ne laissait pas le lecteur indemne. Bon, si tu commets l'erreur, effectivement, de vouloir lire le livre, voilà, attention, on va vous demander, non pas de lire la première page, c'est trop facile, mais de lire une page au hasard si j'arrive à la caler. Bon, pas la dernière, c'est pas une bonne idée. Ah bah voilà, voilà par exemple celle-ci. Non, pas celle-là plutôt. Zut. Non mais ce site est beaucoup trop, marche beaucoup trop bien, donc en fait c'est pour ça qu'on n'y arrive pas. Bon, alors voilà, Charles Penquin. Si, on pourrait déjà peut-être commenter la photo de Charles Penquin. C'est moche. Ah non, c'est super, c'est intéressant, sa manière de sortir sa langue. Non, ce n'est pas moche. Quelque chose qui est moche, on dit que c'est... Moche. Non. Non, Intéressant. non, moi je sais, moi. Non, mieux qu'intéressant. Il faut parler d'une esthétique du lait. Ah oui, C'est pas ce qu'on mal. a toujours expliqué. Une esthétique du lait. Quand ça ne nous plaît pas, on dit que c'est laid, et du coup c'est bien parce que c'est laid. Mon frère, il m'a dit que quand j'aimais pas, j'avais qu'à dire que je comprends pas. Ouais, bah, Oui, voilà. mais du coup ça rend l'œuvre énigmatique. Du coup c'est bien. Ah, énigmatique, c'est pas mal. Une image énigmatique, oui. Très bien. Qu'est-ce qu'il y en a comme couleur? Je pense qu'il y a un message sur cette image, il y a un message très subtil sur l'importance de la langue chez Penquin. Ah, voilà, très bien. Mais là, je ne suis pas sûr que tu réussisses vraiment ton concours de critique, car tu as dit un truc trop intelligent. Donc, C'est tout moi. tu vas être obligé de redoubler, ou en tout cas, tu ne pourras pas être embauché dans un magazine hebdomadaire. Je pourrais pas faire comme toi. C'est un peu embêtant. Alors, voilà, là, cette fois-ci, j'essaie de plus bouger. Félix, tu vas nous lire le texte. Ah, tu le dis comme Penquin, s'il te plaît. Alors il y a un truc sur la grammaire, hein, on le sent dès le début. Hein. Non, tu vas nous lire le texte. Pardon. Je sais plus. Me souviens de rien. Me souviens que j'avais pas trop le souvenir d'avoir su. J'ai plus le souvenir que j'aurais su quelque chose. À part que je me souviens plus. Me souviens que je devrais au moins me souvenir. Mais à part ça, je me souviens de rien. J'aimais l'hypothèse qu'il faudrait que je me souvienne d'autre chose. C'est même pas moi qui aimais l'hypothèse, c'est le souvenir. Il aimait, mais il se souvient de rien. Le souvenir dit « j'ai rien dans ma besace ». J'aurais pu au moins me souvenir d'autre chose que du grand trou de mémoire. Avec le trou de mémoire, on va pas aller bien loin. Ou alors dans un trou qui n'a rien à dire. Un trou qu'on mémorise pour savoir que ça va rien nous apprendre. Avec le grand trou mémorisé, on peut que dire c'est pot de balle. C'est pot de balle. Si on veut en savoir un peu plus, personne ne saura grand chose de cette affaire. Cette affaire qui nous ronge les sangs. Ah, Bravo, Félix. je suis un très bon lecteur. C'est pas mal. Bon, alors maintenant, il faut que tu relèves les champs lexicaux. Relève les champs lexicaux, Félix. Je sens qu'ici, l'auteur, il essaye de dire quelque chose sur le thème de la mémoire. C'est pas mal. Dis-nous les mots avec la mémoire, Félix. J'ai l'impression qu'il y a le mot souvenir qui est important. Oui, c'est bien. Quoi d'autre? Il y a tous les mots comme mémoriser, Oui, c'est le bien. verbe souvenir. Du coup, il émet des hypothèses parce qu'il se souvient pas très bien. Il se souvient pas de ce qu'il a fait hier, comme moi. Bon, alors, mémoire, souvenir, c'est bien. Maintenant, il faut trouver une opposition. Benjamin, trouve à quoi la mémoire et le souvenir sont opposés. Quel est le champ lexical qui s'oppose à la mémoire dans ce texte, Benjamin? Regarde bien. Oui, pot de balle, c'en est un. Oui, pot de balle et besace, en effet. Quel est le rapport entre la pot de balle et la besace?
si tu veux. C'est pas mal. Arrête de dire que tout est moche, Benjamin, c'est pas gentil. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre avec pot de balle et besace? Regarde bien tous les mots. Trou. Ah, c'est pas mal. Trou, pot de balle, besace. Ah, c'est bien, tu progresses. Bon, mais est-ce que tout ça est sans espoir? L'opposition du trou, de la pot de balle, de la besace et de la mémoire et du souvenir. Vas-y, Benjamin, on t'attend. Tiens, prends le mien. Moi, j'ai rien à dire. En fait, ouais. Alors, ok, en fait. Pourquoi tu parles d'en fait? Je sais pas, j'essaie de faire comme Charles Pétain. Je crois que si je l'aimais bien, je dirais qu'il parle de capital symbolique et de capitalisation du savoir et que souvenir devient une espèce de façon de posséder les choses et que Charles Pellequin essaye de libérer l'humanité du souvenir éternel de ses fautes passées. Non, je sais pas. Non, c'est pas mal, mais c'est trop intelligent. Tu ne pourras encore pas réussir à être critique. Bon, tant pis. Nous allons faire une autre pause musicale avec quelque chose d'un peu plus à ta portée, je l'espère. Nous allons regarder un petit peu de pop turc des années 70 ou 80. Et là, peut-être. Ah, alors, dis-nous Félix, qu'est-ce qui se passe? J'ai compris. Alors là, c'est de la musique qui est moche parce que c'est de la musique populaire. Ah, ça c'est pas mal, si tu travailles effectivement pour un journal non progressiste, par exemple, comme on dit. On peut dire que c'est méprisable. Ah oui, méprisable, c'est pas mal. Non, en fait, il faut dire que ça ne tire pas vers le haut. Plus précisément. C'est pas bien parce que c'est pas intellectuel. Je vois pas pourquoi ça tire pas vers le haut. Non, Félix, tu vas un petit peu trop fort avec le dos de la cuillère. Il faut dire que ça n'est pas très raffiné ou que c'est purement divertissant. Tu vas te rappeler purement divertissant. D'accord. Voilà, purement divertissant, donc c'est pas très bien. Maintenant, que peut-on dire de cette mise en scène raffinée, quand même? Il y a une idéologie de la danse là. Oui, Non, mais ça veut rien dire. il y a un message politique tout de même. Ah voilà, oui, que peux-tu nous dire sur Michel Foucault, Benjamin? Je Oui, mais par ailleurs, le biopouvoir, là-dedans, on le voit bien à l'œuvre tout de même. Oui, on le voit là, il est là au fond là. En effet, il y a la représentation du pouvoir politique en la personne de la chanteuse et la masse, qui est agie, mue par la musique. Donc ça, c'est le bio, et elle, c'est le politique, qui donc, d'une certaine façon, ne se rend pas compte, cette masse, qu'elle est tout à fait manipulée. Et nous retournons donc à ce que dit un petit peu Félix, c'est un divertissement. Musicalement, que peut-on dire? Parfois, pour varier, tu peux dire la littérature, ça fait du bien par où ça passe. Ça, c'est pas mal aussi. D'accord. Donc, c'est un roman. Tu sais qu'on lit des poèmes aux petits enfants cancéreux pour les soigner.
Non, je savais pas. Ouais, ça fait du bien par où ça passe, c'est comme Mozart, on fait écouter ça aux vaches pour qu'elles fassent plus de lait. D'accord. Tu dis des trucs super intéressants. J'ai beaucoup étudié les vaches cancéreuses. Je change de sujet. Donc, ce petit livre qui s'appelle La Flèche de l'amitié, c'est édité aux éditions Mix, qui sont une maison d'édition spécialisée dans la littérature commerciale, d'ouvrages qui marchent très bien. Donc. Et donc, c'est l'histoire de 4 amis. Ça devient gênant. Ne te laisse pas déconcentrer. C'est l'histoire de 4 amis au sein desquels gravite le narrateur, Karen, Garrett et moi donc le narrateur, donc oui pardon ils sont 3, et donc le narrateur éprouve une espèce de jalousie, d'envie vis-à-vis de Karen, non pardon, donc le narrateur et Karen forment un couple, non j'y arrive, je te jure je vais y arriver. Bon, tu t'améliores, mais là, ça va se voir que tu as recopié la 4e de couverture. Non, faut que tu fasses un peu plus d'efforts. D'accord. On va refaire comme tout à l'heure, passe-moi le livre. On va le mettre sous la main. Donne-moi les tasses de livre. Merci. Hop, ne fais pas tout tomber. Voilà, on reprend le livre. On va le lire ensemble. Au moins la première page, si j'arrive à l'ouvrir. Avant-propos du traducteur, bon ça on s'en fout. Alors c'est intéressant le thème de la traduction. Alors, regarde, c'est complètement en phase avec ce qui est derrière nous. Enfin, avec le clip précédent. Il y a tout de suite un truc très sexuel. Hein. Oui, mais en même temps, note bien, il y a quelque chose de refroidissant. Père autoritaire, neige. Frère ennuyeux, sœur lesbienne. Généralement agressif. Congère. Papa me critiquait sans cesse. Félix, ça te parle ça, non? Non, mon papa il m'admire. Mais comment est-ce qu'on pourrait ne pas l'admirer? Bon, alors, donc là, ça parle de quoi? Il y a un truc sur... Il y a un truc un peu fétichiste, d'accord? Donc, c'est-à-dire de transposition du désir sur un objet du désir. Par exemple, ta chemise, Eric. Et donc là, on voit donc que le narrateur attache sa maîtresse à une chaise, et donc il y a ce truc du j'ai besoin de te ligoter pour bander, qui aurait plutôt tendance à me parler. Et puis là, il y a quand même tout un truc, j'ai mon idée, il y a quand même tout un truc sur le thème du désir et le thème de la frustration. D'accord? Parce que regarde, premier paragraphe, là on se dit chouette, un livre sur le cul. Deuxième paragraphe, on scoltine le passage sur la vie de l'automne dans le Michigan. Et donc là, hop, érection du lecteur au premier paragraphe. Et là, débandage du lecteur au deuxième paragraphe. Donc c'est un livre vachement bien sur le désir, la frustration, et en même temps la jouissance manquée, un truc comme ça. Bon, écoute, je crois que ce cours est extrêmement efficace puisque Dan Batté, que tu étais quand tu es arrivé, tu es devenu un parfait critique intellectuel. Bon, tu n'as pas très bien vu quand même le côté refroidissant glacial qu'on a pourtant signalé, mais ce n'est pas grave. On va passer maintenant à un exercice un peu plus difficile, voilà, et puisqu'on était dans les filles attachées, on s'en remet un petit coup, parce que c'est quand même toujours agréable. Alors maintenant, il y a une troisième et dernière épreuve qui va consister à essayer de comprendre des cartels d'art contemporain. Donc, je vous préviens, ça c'est assez compliqué.
Et je vais vous demander d'essayer d'imaginer l'œuvre qui correspond. Vous allez essayer de me décrire ce qui peut bien correspondre à ces cartels. Alors certains sont plus ou moins évidents. Je prends le premier au hasard, voilà. C'est quoi exactement la consigne? Eh bien, voilà, tu arrives dans un espace d'art contemporain et il y a une œuvre que tu ne peux pas comprendre si tu n'as pas lu le cartel. Et voilà le cartel qui explique l'œuvre. Donc il faut que tu essaies de comprendre de quoi ça parle. C'est un exercice extrêmement difficile pour les critiques. Mais là, le cartel correspond à l'œuvre? Oui, enfin le cartel c'est l'œuvre. Enfin l'œuvre c'est l'exposition, d'une part. Donc le cartel fait partie de l'exposition. Donc on peut dire que d'une certaine façon, oui, ontologiquement, il fait partie de l'œuvre. Donc oui, c'est l'œuvre. Ben, moi je trouve ça pas mal que ce soit des curateurs qui s'appellent les ninjas et qui racontent absolument des trucs qu'on ne comprend pas. Non, mais c'est parce que tu ne fais aucun effort, lis-le. Si, il y a écrit Find Not Found fait référence à quelque chose qui existe dans le monde réel, mais c'est dit en 5 lignes. Alors, cette exposition consiste en une performance de substitution, évidemment, une œuvre de la collection du Singapore Art Museum. C'est pas en Espagne, hein, disais. Bref, un condensé architectural d'un passé colonisé et les perspectives et élucidations écrites d'un artiste sur la relation que les systèmes et instances d'autorité de l'art entretiennent avec l'espèce humaine. Il y a un truc, je trouve, d'assez évident dans cette phrase. En même temps, on sent que la Black Ninja Faction affectionne une forme de phrasé assez limpide. Parce qu'effectivement, c'est vrai qu'il y a ce truc quand même sur le passé colonisé, les perspectives, tout ça. Enfin, ouais, je suis vachement d'accord avec ce qu'il a écrit. Mais c'est vrai qu'on a du mal à faire le lien entre le passé colonisé et le fichier qui n'en arrive pas à trouver. Il faut que vous vous condensiez, si j'ose dire, sur la dernière partie de la phrase. Espèce humaine. Ouais, plus ou moins. Un condensé architectural d'un passé colonisé, les perspectives et élucidations écrites d'un artiste sur la relation que les systèmes et instances d'autorité de l'art entretiennent avec l'espèce humaine. C'est pas compliqué, merde. C'est un torche-cul ce cartel. Ne parle pas mal. Non mais c'est vrai qu'on se demande s'ils veulent qu'on comprenne quoi. On se demande si ça veut dire quelque chose. Comme ça on sait que ça veut dire. Non, vous êtes vraiment des réactionnaires. Je vais vous en passer un. Désolé. On va essayer avec celui-là. Avec Alain Bedos, mais c'est... Dans son roman, Alain Denon et... dans son roman Le Parc, Bruce Bégou reprend à son compte l'intérêt pour l'endémisme éprouvé par Charles Darwin sur l'archipel des Galapagos. L'un des personnages du livre, Lich, en fait un principe lui permettant de décrire le moteur créatif du gigantesque parc dont il est l'architecte. Si Darwin n'a pas fait des Galapagos un principe, son voyage dans l'archipel décisif dans sa compréhension de la sélection naturelle, grâce à cette extraordinaire situation d'observation, il a pu valider sa théorie et l'appliquer à l'ensemble du vivant. Ah oui. Ainsi, Darwin et Bégou soulignent deux aspects différents de l'endémisme. D'un côté, l'isolement permet la production d'entités qui échappent aux normes du monde extérieur. De l'autre, l'élément isolé nous dit quelque chose de valable sur le reste du monde par le fait même qu'il s'en soustrait. Le principe Galapagos transpose certaines de ces questions au biotope de l'art et régit les modalités mêmes de l'exposition. Benjamin, continue, moi ce cartel il m'emmerde. En fait, moi je viens de me rappeler que Eric nous avait demandé, tu vois, le premier truc c'était quand on dit des trucs, enfin on dit du bien des choses en fait. On a oublié. Oui, non, parce que là, au niveau relations sociales et capital culturel, vous êtes à moins 15. C'est pas bon du tout, vous serez plus invité dans les dîners. La typo est super. Ah oui, ça c'est vrai. La mise en page est... Waouh. Le champ sémantique de l'évolutionnisme est toujours bienvenu. Hein. Je veux dire, on est dans un contexte de crise idéologique et c'est toujours bien, tu vois, de voir qu'il y a des gens qui combattent Daesh activement, voilà, sur le plan théorique.
Ensuite, bon, la matérialisation, effectivement, oui, les Galapagos, c'est un endroit très, très spécial et très joli d'ailleurs. Je sais pas si vous avez déjà été, mais ça a l'air sympa. Je crois que tu as oublié le mot archivé. Ah oui, alors matérialisation et archive, il y a quelque chose aussi là, une espèce de ligne qui se dessine. Bon, il y a aussi endémisme quand même, donc il y a la question de... Il y aurait une idée comme ça de maladie, que l'arbre agisse comme une maladie, non, c'est pas ça. Plutôt, non, ils vont faire une biotopie l'exposition devient un écosystème en fait, il y a une vie de l'exposition et des règles d'évolution. Félix, s'il te plaît, j'y reste plus. Félix. Bon, alors, je vais vous aider vraiment, vous comprenez absolument rien. D'abord, ça dit quelque chose de valable sur le monde, et dire quelque chose de valable, c'est pas de la merde. D'autre part, vous n'avez pas compris que l'exposition régit les modalités mêmes de l'exposition. De la même façon que dans le cartel précédent, c'était une œuvre d'art qui régissait le rapport entre l'humain et le monde de l'art. Félix, explique. J'ai rien compris. C'est pas compliqué. Une œuvre d'art qui régit les rapports entre l'humain et le monde de l'art. Et là, nous avons une exposition qui, tout simplement, régit les modalités mêmes de l'exposition. Une exposition qui régit les modalités de l'exposition. Mais oui. Mais... C'est plutôt bien ou c'est plutôt pas bien, à ton avis? Bah oui, ça veut dire qu'ils sont complètement... ils contrôlent. Voilà, donc c'est bien. Ils ont le volant. Voilà, c'est ça. L'exposition a le volant de l'exposition et l'œuvre d'art a le volant du rapport entre l'humain et l'art. Entre l'humanité et le marché de l'art, ou le milieu de l'art, ou l'art. Le biotope de l'art. Fruit du travail de l'artiste Marty Anson, ce pavillon catalan construit au cœur du palais de Tokyo. Tout se passe au palais de Tokyo là en fait. Non, c'est une impression. Ok. Reprend le projet du père de l'artiste qui, dans les années 70, décide de construire ses propres mains une maison de villégiature. Ce geste fort pour l'autonomie des travailleurs devient un projet sculptural sous forme d'hommage et d'engagement. La construction du pavillon est interrompue avec des crédits disponibles, mettant en avant les limites de l'institution et remettant en question les systèmes de production de notre société. Peux-tu m'expliquer pourquoi la construction du pavillon par les propres mains du père de l'artiste, maison de villégiature, est un geste fort pour l'autonomie des travailleurs? Ça veut dire que les nouveaux bourgeois s'inspirent de leurs ancêtres prolétaires et conservent leurs valeurs humanistes. Hein, c'est ça? Non? Je crois que t'es assez bon, ouais. C'est quelque chose comme ça. C'est un peu un truc de réactionnaire. Alors au niveau de la syntaxe, la construction du pavillon est interrompue avec les crédits disponibles. Ouais, je pense qu'il faut aller le dire en anglais. Hein. Ah, alors en anglais, qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, the building of the pavilion is accepted when it runs out of... Quand il n'y a plus de sous, en fait, ils arrêtent de construire le pavillon, c'est ça? Voilà. Ah, bon. Comme leurs grands-parents. Ouais, non, t'es assez bon. Allez, on va s'en faire encore un petit un. Celui-là, il est bien. Au départ, le souvenir d'une citation de l'artiste Thomas Hirschhorn: pour changer la réalité, vous devez d'abord l'accepter. Se mettre d'accord avec la réalité est la première étape pour la changer. Mateusz Rochavita a associé cette pensée avec ses recherches sur les stèles funéraires de l'Égypte, la Grèce et la Rome antique. Dans ces objets, les morts, peints ou gravés à même la pierre, sont constamment représentés en train de serrer la main ou étreindre les divinités. Les images contemporaines juxtaposées révèlent, quant à elles, des accords qui prennent beaucoup d'efforts de renégociation. Cette rigidité dans nos méthodes de travail priorise, ça c'est un joli mot, les mots écrits du passé sur les conversations et les situations du présent. Bien, Félix, tu es tenu d'expliquer comment les morts sont peints ou gravés à même la pierre. Dans ces objets, les morts sont constamment représentés en train de serrer la main. Non, les morts peints ou gravés à même la pierre. C'est où ça? C'est en plein milieu. Non mais c'est là qu'il faut des gens qui ont fait les beaux-arts pour savoir comment fonctionne en fait vraiment la matière.
Ah, donc il y a bien des morceaux de mort dans la pierre, on est d'accord. Exactement. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Mais je voudrais, Félix, que tu essaies de m'expliquer ce que sont des images contemporaines juxtaposées qui révèlent des accords qui prêtent beaucoup d'efforts de renégociation. Les images contemporaines, excuse-moi, j'ai besoin de relire. Les images contemporaines juxtaposées révèlent quant à elles des accords qui prennent beaucoup d'efforts de renégociation. Il est vachement bien écrit ce cartel, il y a un truc assez simple. On sent qu'on rentre directement dans l'œuvre d'art, on comprend l'œuvre d'art me parle, j'aime l'œuvre d'art. Ouais, c'est pas mal, on peut effectivement le prendre comme ça. Il y a vraiment un truc quoi. Et puis voilà. Là, le degré poétique, en effet, effectivement, doit être un petit peu... Bon, un petit dernier. Allez. Ah, je le prends. Tu le prends? Phénoménologie, je le prends. Vas-y, prends-le. Alors, les œuvres de cette exposition procèdent d'une enquête phénoménologique sur la perception sensorielle du public au moment de leur réception. Ensemble, nous examinons le flux temporel particulier et imprévisible qui irrigue l'espace d'exposition. Le rythme des pas, les sons, les particules qui flottent dans l'air, la concentration d'esprit et les différentes sortes de présences qui surviennent dans le périmètre flou du champ cognitif du spectateur. Je sais pas si je devrais vraiment continuer à critiquer ce truc parce que c'est quand même un escalier d'eau solide, cette transmission invisible de l'information en la présentant à l'état de prédiscursif. Et prédiscursif. Désolé. Les artistes nous offrent quelques-unes de ces instants d'existence qui, selon Virginia Woolf, percent l'ouate des jours, la matière cotonneuse des perceptions ordinaires. Oui, parce que Natalia Valencia, elle avait découvert Virginia Woolf quand elle a écrit ce cartel, donc elle était toute contente de sa citation. Sinon, on ne critique pas méchamment. Non, il faut expliquer ce que ça veut dire. Et moi, j'ai rien contre Natalia Valencia, mais bon, elle utilise la phénoménologie, donc c'est quand même l'art de mettre des mots compliqués sur des choses simples. Il y a écrit quand même, enfin là, en 5 lignes, on a la description sous un aspect cognitif de toute exposition, et c'est comme si c'était le précaré de celle-ci, ça me pose un petit problème quand même. C'est comme s'ils avaient l'exclusivité sur le fait que les gens marchent à l'intérieur de l'expo, c'est quoi ça? Non mais en attendant, c'est vachement intéressant, je trouve, de parler d'une œuvre, du stade prédiscursif d'une œuvre d'art, parce qu'on sent que ça fait vachement avancer le débat. Oui, c'est sûr que moi, on va pas dans la psychanalyse, quoi. Est-ce que l'un d'entre vous peut m'expliquer comment l'exposition peut procéder d'une enquête phénoménologique sur les perceptions sensorielles du public au moment de leur réception? Parce que en fait, l'auteur de l'exposition a mis un enregistreur sur son cerveau en se biohackant soi-même et a réussi à extraire les caractéristiques formelles de ces perceptions phénoménologiques. Ah, donc tu penses, Benjamin, que en fait la réception c'est uniquement celle de l'auteur? C'est ce qui est décrit en tout cas. Ah non, moi je pensais qu'il y avait des récepteurs sur les visiteurs. Non, les visiteurs, on s'en fout. Dont les perceptions sensorielles étaient enregistrées en temps direct, réel, pendant l'exposition, ce qui permettait de les retranscrire sous forme d'enquête phénoménologique au moment même où elle se passait. J'ai l'impression que c'est plus générique et que ça concerne vraiment tout spectateur dans tout lieu, mais que eux, ils en parlent comme si ça se passait particulièrement dans cet espace-là. Enfin, c'est ça l'impression que j'ai, après je sais pas. Mais c'est vrai que l'enquête phénoménologique, il faudrait peut-être qu'ils nous la montrent. Bon, eh bien, je crois, mes enfants, que même si vous n'avez pas réussi toutes les épreuves, puisqu'il y a quand même environ 15 livres qui restent sur la table et toutes les phrases des cartels d'art contemporain n'ont pas été élucidées, vous méritez quand même d'aller distribuer des chips au public comme c'était annoncé. Voilà. Oui, parce qu'on aime bien faire si vous pouvez leur donner une petite pièce au passage pour leur transformation d'artistes inutiles en critiques enfin productifs. Félix, on t'a dit de ne pas bouffer tout. Bon, et ensuite nous allons passer, je crois, à la critique de la revue Mystère, si je ne m'abuse. Désolé, on n'a qu'un paquet de chips, donc ça sert à rien que j'aille vous le donner avec Félix quand même. Non, d'autant que vous êtes prié de prendre une seule chips qui en fait est le témoin de votre présence dans l'espace perceptif. Donc voilà, si vous le mangez, c'est de l'exposition, et il ne faut surtout pas la bouffer, vous pouvez la revendre sur eBay très cher. Alors, est-ce qu'on fait la suite ou est-ce qu'on attend ou on va faire une pause alors? On va faire une pause et on va revenir après avec une performance conférence de Noël Sarlot
qui va nous expliquer comment fonctionnent les cycles économiques. Donc si par hasard vous adorez l'économie, c'est vraiment le moment de venir voir comment c'est funky. Voilà. Et après on va faire 2 concerts aussi, et ce sera ici. Donc vous avez le droit de faire un petit tour, et puis on espère vous revoir un jour. Voilà. Au revoir. Vous pouvez laisser votre mail à la personne qui est là, c'est la plus proche de la sortie. Vous pouvez retrouver bien sûr Benjamin Efrati sur le site Proliste dans ses performances indispensables, d'exclusivité. C'est pour être heureux. Bon, et bien là, je crois que nous avons effectivement un bout d'article déjà, un véritable morceau de feel-good music qui nous rappelle l'époque bénie de nos parents, dans un pays aujourd'hui devenu sauvage, qui pourtant n'a pas toujours été et a connu la modernité. C'est ça, oui, c'était laïque à l'époque. Voilà, c'est à l'époque où la Turquie était laïque, donc ne pas manquer de mépriser l'état actuel politique de la Turquie. Et donc on tient un article tout fait. Je crois que là on est assez. Bon, maintenant on va passer à la deuxième époque, si vous le voulez bien. On est des bons journalistes. Oui, c'est bien. On va arrêter ça. On a une épreuve assez difficile, qui est une réalité, c'est qu'on a 50 livres qu'on n'a pas chroniqués encore. Donc vous allez les chroniquer en 10 minutes environ. Je vais les mettre sur la table. Et on va compter, on va dire 1 minute par livre à peu près. Hein, donc je pense que je vous les donne, vous les ouvrez, et quand vous êtes prêts à faire la critique, vous levez la main. Et ouais, puis je vais laisser un petit peu de musique pour nos amis pendant ce temps-là, quand même, il n'y a pas de raison. Voilà. Voilà, et donc je vais te donner les livres. Bon, donc voilà, vous avez 10 minutes pour analyser tout ça. Mais je vais jamais y arriver. Non, je vous laisse 1 minute. Dans 1 minute, je relève les copies. Allez, plus vite que ça. Bon, comme je sais que vous aimez ça, je vous le remets. Bon, alors nous avons un premier candidat en moins d'1 minute. Benjamin, c'est très bien, 30 secondes. Donc tu as 30 secondes pour chroniquer cet ouvrage. Alors cet ouvrage s'appelle Sisyphe de Aurélie William Legault, et le sous-titre est Les joies du couple. On a plusieurs techniques qui sont en jeu dans cet ouvrage qui est entièrement illustré. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Aurélie William Legault, c'est quelqu'un qui travaille avec la couture. Donc c'est une illustratrice qui fonctionne en cousant ces choses. Et je découvre en même temps que vous les slogans qu'elle marque dans ce livre, qui n'a l'air d'avoir, je sais pas, j'arrive pas à savoir s'il y a vraiment une histoire en fait. Mais il y a écrit baise-moi bien avant la fin, pleuve sur moi un goût d'éternité. Donc il y a un peu comme ça une espèce de tendance à vouloir s'élever dans le sublime, et puis voilà quoi, ça y ressemble. Ça va, merci, c'est bon. T'as oublié l'essentiel, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut dire? Attraper. Non, c'est pas ça. C'est quoi comme livre? Il n'y a pas été le prix. Non, c'est pas ça. Cherche bien. C'est nouveau? Non. Non plus. C'est en couleur? Non, je sais pas. Oui, tu y es presque. Il est complètement con. C'est une bande dessinée, abruti. Oui, William Legault est une autrice. Ouais, donne-moi ça. Bon, Félix, allez hop, qu'est-ce que t'as dans les mains? 30 secondes. Un livre qui s'appelle La 2 chevaux vertes de Maniukos. Alors, ça parle de quoi? Alors,
Ça parle, si je me fie à la 4e de couverture, car moi je lis jamais que la 4e de couverture, ça parle d'un père qui va pas bien du tout, donc d'un homme qui est malheureux dans sa vie, comme nous tous, et qui hérite d'une 2 chevaux verte. Et là, ben, c'est génial parce que sa vie, elle va changer complètement grâce à sa 2 chevaux. Donc c'est un roman optimiste sur le goût de la vie qui retrouve un peu d'intérêt à partir du moment où on s'intéresse aux petites choses. Mais putain, t'es bon, dis donc. Oui, je sais. C'est pas mal, c'est un roman qui donne goût à la vie quand on s'intéresse aux petites choses. J'ai travaillé à Libération. Bon, très bien, alors donne-moi ça. On va le montrer aux gens. Non, pas ton micro, connard. Merci. Félix. Mais je suis très fier de moi parce que j'ai pas lu une seule ligne du livre. Non, mais il suffit de lire, regarde. Je conduis ta voiture et il s'installe au volant sans hésiter. Isaac monte à son tour, pas à l'arrière, côté passager. C'est vrai que c'est optimiste. Si on est ça, le matin d'avant, c'est l'aube qui les a réveillés. C'est vrai que c'est mieux que si c'est leur chat qui leur a pissé dessus. Donc c'est quand même plus optimiste. Le chat sourit franchement. Vous voyez, il y avait un chat, je le savais. Tu en veux des miracles, le vieux regarde dehors. Non, mais tout se confirme de ce que tu as dit. Tu vois. Marion se met à fulminer intérieurement. La petite a quoi, 7 ans, 10, et déjà ses parents lui ont collé un désordre alimentaire, une forme d'anorexie. Ah non, là c'est un peu moins bien quand même. Marion en est certaine. Ah ben non, si Marion a 10 ans et pense que ses parents lui ont filé une forme d'anorexie, c'est qu'elle est super intelligente. Bon, donc tout ce que tu as dit est entièrement vrai. Et nous vous conseillons donc de lire La 2 chevaux vertes de Manucos, c'est chez Denoy. Voilà, pendant ce temps-là, on continue. Alors, Benjamin, qu'est-ce que tu nous présentes maintenant? Le livre d'Egloff. Ah oui, alors c'est ce que Benjamin disait, c'est baise-moi bien avant la fin. Ah, ça c'est William Leroux, c'est pas mal. Bon, Egloff. Il a écrit quoi, Egloff, Benjamin? Je sais pas. 16 €. Donc plus cher qu'une bande dessinée a priori, hein, quand même. Il y en a qui doutent de rien. Bon, on va lui faire la même méthode que pour l'autre, donne ce livre. Tu ne sais pas lire. Donne-moi ça. On peut même le faire tous ensemble. Alors, j'enquête, Joël Egloff, chez Bûcher-Chastel. Oui, on pourrait tous lire ensemble si vous voulez. Voilà, on ouvre au hasard. On lit. Allez, j'en ai profité pour lui demander s'il connaissait un endroit encore ouvert où j'aurais pu me restaurer. Ça marche pas du tout. Il m'a regardé comme si je venais de lui demander. Voilà. Allez, vas-y, continue, un peu d'entrain, merde. Je sais pas. C'est qui cet auteur? Mardi, j'ai fait. Il a regardé sa montre et il m'a dit qu'il pensait que c'était encore ouvert, que c'était sur son chemin et qu'il allait m'accompagner. Rudy s'est-il présenté en me tendant la main. Enchanté, ai-je répondu. C'est une histoire de quoi, à votre avis? Psychologique. Oui, de pédophile à mon avis. Pédophile psychologique. Pédopsychologique. Alors on va aller un petit peu plus loin pour voir, pour vérifier. Ah, il y a la crèche. Troisième hypothèse. La crèche. Où ça, la crèche? La crèche. On installait la crèche en plissant. Ah non, c'est en plissant. 2 choses l'une, me suis-je dit, cette bouloche provient soit du vêtement du coupable, donc le thème de la culpabilité sexuelle, de la fellation, soit du vêtement de l'un de ceux qui ont installé la crèche. Un fétichisme ostentatoire. Il y a un truc très pédophile. Radiateur. Allez, encore une petite page pour vérifier nos hypothèses. Qui d'ordine. C'est limpide. Oui, commente encore un peu, Félix. Qui d'ordine. L'oralité, Félix. L'oralité. Qui d'ordine. Manger, sucer, Parler, psychanalyste. Qui d'ordine, ordinateur, YouPorn. Je vous présente Charles Penn. Bon, nœud à l'estomac, hein, on a retrouvé l'anorexie de Marion. Ah non, c'était pas dans le même livre. Bon, c'est pas grave. Le radiateur sifflait plus fort encore que tout à l'heure, il aurait pourtant suffi pour le faire taire de refermer un peu le robinet qui était ouvert à fond, mais il n'avait pas sans doute été manipulé depuis longtemps, il était complètement grippé. Ton hypothèse, Félix, c'est une métaphore de quoi? Un radiateur grippé qui n'a pas servi depuis longtemps. Je vois vraiment pas de quoi tu veux parler. Bon, vous êtes vraiment nuls, vous êtes... Ah si, un radiateur grippé, il y a un truc quand même sur la crise de la sexualité moderne typique des romans de Houellebecq.
Bon, dans ce cas-là, si vous ne comprenez rien, il faut faire comme tous les journalistes, vous lisez le résumé. Ah, ça j'aime bien faire. Voilà, alors là c'est facile. Une nuit d'hiver enneigée et glaciale, un village endormi, un détective privé, le narrateur arrive sur les lieux pour mener une bien étrange enquête. Ce détective est un timide qui n'aime pas déranger son prochain, il n'a plus d'argent, il n'a pas vraiment l'habitude de ce métier, il ressemble plutôt à un homme qui serait aux abois. Voilà. Voilà, c'est Le pas mal. radiateur grippé. C'est tout de suite plus clair. Voilà. Bon, présente-nous un autre livre maintenant, Benjamin. J'hésite un peu, je sais pas, je connais pas, j'ai pas regardé. Miette. Bon, je vous donne Surprise de l'amour. Ah, il y a un truc là. Ça c'est bien, j'ai ma critique qui est déjà faite. Bon, alors vas-y. Alors la nouvelle Surprise de l'amour par Jean-Pierre Martin, donc c'est un roman un peu qui se situe dans l'héritage de Marivaux, mais aujourd'hui c'est une espèce de variation bouleversante sur le thème de l'amour et de la séduction. Je vous le conseille, c'est un très beau livre. Ça s'appelle La nouvelle Surprise de l'amour. Et voilà, c'est un truc sur le rapport à l'amour, à l'éphémère, à notre époque. On lit, on pleure, c'est un très beau livre. Bon, alors je vois que vous êtes vraiment très très lent. Je vais vous donner encore 2 minutes pour préparer quelque chose. On va se faire une autre petite pause musicale. Toujours un objet découvert sur Droguiste et que vous pouvez admirer sur le site. Et je pense que ça va vous ravir. Sauf que pas le son. Préparé dans ma tête. Bon, alors, puisque tu veux absolument nous couper cette reprise de Parole par un travesti japonais, vas-y. Alors, mon article dans Libération porte sur un roman qui s'appelle La Flèche de l'amitié, par un écrivain qui s'appelle Peter Hutchinson. C'est un petit livre, c'est un petit roman qui vous ne nous laisse pas indemne. On en sort complètement
revue consacrée au cycle en général et au cycle particulièrement économique. Avez-vous remarqué que le soleil se lève toutes les 24 heures, que les saisons se succèdent sur un rythme régulier? Le monde vivant, qu'il soit animal ou végétal, est déterminé par le rythme du soleil. Les plantes respirent le dioxyde de carbone le jour et l'expirent la nuit. Les animaux migrent tous les hivers, se reproduisent généralement au printemps. Il y a donc un cycle solaire autour duquel se constitue tout un ensemble de processus cycliques, eux aussi. Une galaxie de processus qui se répètent encore et encore. La récurrence et la périodicité de ces phénomènes laissent entendre qu'il existe des lois pour en rendre compte. Par exemple, quelle est la loi qui gouverne le cycle solaire? Quelle est la loi qui gouverne le cycle solaire? La loi de l'auréole, mais bien sûr. La loi de l'auréole. S'il y a un objet en mouvement, c'est bien qu'il y a forcément quelqu'un pour le déplacer. C'est ce qu'un ensemble de civilisations a considéré pendant tout un temps, c'est qu'il existait une personne qui mettait en mouvement le soleil, le char solaire. Bien sûr, plus tard, certaines personnes ont mis en évidence d'autres lois un peu plus particulières, un peu plus spéciales. Celle-ci, vous la reconnaissez bien, c'est la loi de la gravité, celle de Newton. Bref, vous l'avez compris, qui dit cycle dit loi. Reste à savoir quelle est la bonne loi pour chaque cycle. Par exemple, se pourrait-il que les sociétés soient gouvernées elles-mêmes par des lois? On connaît effectivement des guerres de façon récurrente. On sait qu'il y a des tensions civiles qui renaissent les unes après les autres. Enfin, tout le monde est bien placé ici pour observer que les guerres se répètent. Tel est le point de départ des cycles économiques. Il existe des cycles très courts. Par exemple,
un peu plus long. Vous êtes tous bien placés pour savoir que les soldes apparaissent chaque année, en janvier. Du coup, toutes les industries s'organisent autour de ces soldes. Vous savez notamment qu'il y a des producteurs de cinéma qui vont essayer de faire en sorte que leurs films sortent au moment où les personnes seront bien disposées dans l'année à pouvoir regarder des films. Et puis, il existe des cycles longs. Des cycles très longs. Ces cycles longs ont une période de 40 à 60 ans. Par exemple, on peut dire qu'il existe un cycle allant de l'année 1896, passant par la Belle Époque, stagnant durant les années folles, pour entrer en crise en 1929, année du crash de Wall Street, par une dépression dans les années 30 et jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour ensuite rebondir sur les 30 glorieuses. Si l'équilibre social est sujet à des cycles aussi longs, alors réformer la société, faire en sorte de régler les problèmes du temps présent, notamment le problème du chômage que l'on connaît aujourd'hui, ou celui de la guerre, nécessiterait-il pas une remise en question de plus long terme ? Faire baisser le chômage aujourd'hui n'a jamais empêché que celui-ci ne remonte plus tard. Faire baisser le chômage, une paix durable, n'a jamais empêché que celui-ci ne remonte, que la guerre se déclare plus tard, ailleurs. Établir une paix locale, faire baisser le chômage, une paix durable, n'a jamais empêché que la guerre se déclare, n'a jamais empêché que celui-ci ne remonte, que la guerre se déclare ailleurs, plus tard.